Écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre connexion. Je suis très honoré de faire ce premier webinaire sur un sujet vraiment vaste, le BIM, mais côté gestion, exploitation et maintenance. Du coup, on a 1 heure à partager ensemble et au programme, je vous propose le sommaire suivant. Juste un petit rappel de, en fait, mais pourquoi le BIM est déjà une révolution et pourquoi on va essayer d'amplifier ce mouvement dans la vie et l'exploitation de l'ouvrage. Avant d'attaquer, bien en tête sur des fonctions ou sur des cas d'usage du BIM-GEM, c'est important de poser le décor. Donc, on fera un tour d'horizon en termes d'acteurs, en termes de données, en termes de systèmes d'information. Ensuite, on vous proposera une échelle qu'on a inventée côté Spinalcom, qu'on appelle le quotient intellectuel du bâtiment. Vous allez voir, donc le fameux BIC. Je continuerai sur une première description des besoins du BIM-GEM pour arriver à des prémices de macro-fonctions de la plateforme BIM-GEM de demain. J'en profiterai pour vous montrer nos solutions et la manière dont on peut répondre avec les outils Spinalcom et bien sûr prendre un large temps de débat, d'échange et de questions et de réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Sébastien, en back-office, en fera la synthèse. Comme ça, je pourrai répondre à tous ces éléments. Écoutez, si tout le monde est d'accord sur ce programme, on est parti pour donc, du coup 1 heure ensemble. Avant tout, une petite présentation. Je m'appelle Nicolas, je suis responsable produit chez Spinalcom. Donc j'ai rejoint Spinalcom récemment. Avant, j'avais vraiment un passé, d'assistant à maîtrise d'ouvrage et notamment sur le BIM. Donc j'ai pu intervenir sur différents cycles de formation et notamment le DU BIM de Marne-la-Vallée et surtout beaucoup conseillé de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre pour mettre en place une stratégie digitale autour du BIM. Et enfin, bien sûr, j'ai un passé, de conducteur d'opérations et de gestionnaire de projets d'infrastructure, notamment pour le Grand Paris, la RATP, la SNCF, où j'ai pu apprendre à construire des grosses infrastructures de métro et de tramway, ou des sites industriels comme les sites de Solvay, Renault, ou l'ensemble des bâtiments de la région Île-de-France. Spinalcom, on est un éditeur de logiciels qui propose 2 produits, donc j'en reviendrai, en fin de séance. Un qui est tourné justement sur une première vision de la gestion, exploitation, maintenance avec le BIM et une plateforme de data management qu'on appelle le BOSS, Building Operating System, qui nous permet d'avoir les données. Et enfin, on propose nos services aux maîtrises d'ouvrage, aux maîtrises d'œuvre qui veulent se lancer dans la construction d'un projet digital ou d'un bâtiment digital pour mettre en place les systèmes d'information du bâtiment. Alors du coup, première séquence, pourquoi le BIM est une révolution ? Du coup, je me permets de reciter Monsieur McLemy en 2010, donc vous voyez, c'est quand même pas tout neuf, qui avait déjà intuité que la modélisation et la numérisation du bâtiment et de l'infrastructure était vraiment un levier incroyable de performance et d'économie. Donc du coup, on avait en 2010 intuité que si on investissait 1 dans le BIM, on pouvait déjà gagner 20 en construction et 60 en exploitation maintenance. Dit autrement, aujourd'hui, on est en 10 ans après. Le BIM en conception est maintenant, bien lancé et quasiment acquis dans la construction. Il y a encore quelques réfractaires, mais ça vient. Au niveau de la construction, même constat, on a de plus en plus de projets en BIM de qualité. Et aujourd'hui, on est là pour essayer de faire cette étape ensemble après pour l'exploitation maintenance, qu'est-ce qu'on peut proposer, quelle démarche on peut avoir. Donc aujourd'hui, on va vous poser les socles de cette philosophie et puis au fur et à mesure, on reprendra d'autres rendez-vous ensemble pour justement travailler la mise en œuvre de ces différents systèmes. En résumé, je dirais pourquoi le BIM est une révolution par rapport à nos anciens modes de conception. C'est déjà, on a chassé le dessin. C'est-à-dire qu'on est passé d'une représentation symbolique, un carré, des traits pointillés qu'on pouvait faire sur des plans, à des objets informatiques normés. Donc ça, c'est vraiment une révolution incroyable. Ça veut dire que maintenant, on ne dessine pas une porte comme un parallélogramme, mais on prend un objet informatique de classe porte. Du coup, l'objet en lui-même embarque de l'intelligence, embarque des comportements. Et le fait qu'il soit normé va pouvoir nous aider à la collaboration. Le BIM, on dit toujours, donc on a modèle, modeling et management. Donc modeling, on a des processus justement pour pouvoir travailler à plusieurs, pour pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs autour de la table de la conception et de la construction. Et on a des processus de contrôle, on a des processus d'animation qui fait le volet management. Tous ces 3 éléments clés, en fait, concourent à la collaboration
et à permettre aux acteurs de collaborer, mais collaborer de manière digitale. Et c'est ça vraiment, je dirais, l'énorme révolution qu'a apporté le BIM. J'aime bien aussi citer Monsieur François Pellegrin, qui était responsable de cabinet d'architecture Pellegrin, qui était un des pionniers dans l'utilisation du BIM et qui disait le BIM, c'est aussi le bouleversement interprofessionnel majeur. Oui, effectivement, ces nouvelles méthodes et ces nouvelles façons de faire fait vraiment, on renverse un peu la table dans des modes de travail et d'organisation de la conception et de la construction. Et effectivement, c'est un bouleversement majeur, je dirais, qui a commencé à s'initier dans les années 2013-2014 et qui maintenant s'accélère. Voilà. Donc, côté conception-construction, je pense que le bouleversement interprofessionnel majeur est en fin de vague. Maintenant, on va lancer justement ces évolutions côté exploitation-maintenance. Pourquoi c'est intéressant côté exploitation-maintenance? Vous verrez à l'écran, donc c'est la répartition des coûts d'une étude de la MIQCP qui dit que le coût complet du bâtiment, en tout compte fait, n'est pas la conception et la construction. Vous voyez, la conception, c'est la toute petite première barre. Les deux suivantes sont les coûts de construction. Donc, effectivement, on a un pic d'investissement. Mais si on prend notre bâtiment sur un temps assez long, donc d'une soixantaine d'années, on a vraiment plus de 80% des coûts qui sont situés dans la vie et l'exploitation du bâtiment. Donc, voilà, c'est quand même vraiment extrêmement intéressant de pouvoir travailler, de trouver des leviers, des retours sur investissement sur cette période longue, parce que bien sûr, elle concentre majoritairement tous les coûts du bâtiment. Donc ça, premier constat, de la même manière que le BIM, qui essayait de construire avant de construire, et bien là, avec cette présentation sur le BIM-GEM, on va se poser des questions sur comment amplifier cette collaboration des données, mais au moment de l'exploitation et la maintenance. Avant d'attaquer sur des propositions de solutions et de cas d'usage, je voulais d'abord fixer le décor sur un certain nombre de sujets, notamment au niveau des acteurs. En construction, on a déjà un nombre d'acteurs important, mais tout compte fait, on a des familles d'acteurs qui sont assez réduites. On a une maîtrise d'ouvrage ou un promoteur qui organise, prend le risque de la construction et définit les besoins. On a une maîtrise d'œuvre composée d'architectes et de bureaux d'études qui sont là pour établir la conception, qui eux-mêmes vont piloter demain la grande famille, je dirais, des constructeurs, des constructeurs et des installateurs pour permettre de construire. Donc là, on est vraiment dans l'acteur de la conception et de la construction. Si on projette maintenant au moment de l'exploitation et de la maintenance du bâtiment, on a un schéma qui est beaucoup plus complexe. Donc, je vais prendre une minute ou deux pour vous présenter calmement. On a toujours notre maîtrise d'ouvrage qui a construit. Ensuite, on a des locataires et des occupants, donc à travers une direction immobilière qui occupe le bâtiment ou utilise l'infrastructure. On peut avoir une direction de l'environnement de travail. On a aussi une direction des systèmes d'information de l'occupant. Ensuite, ce bâtiment, il faut bien l'opérer, donc aussi bien l'entretenir avec une maintenance multitechnique ou proposer des services d'accueil de standards, de propreté, de restauration. Donc, ce que j'ai mis dans cette bulle de Facility Management multi-service. Donc ça, c'est vraiment pour maintenir et opérer le bâtiment. Ensuite, on a la partie propriété bailleur investisseur, donc ce qu'on appelle les Property Management, PM, ou Asset Management Manager, qui, eux, vont piloter la rentabilité du bien immobilier, qui vont s'occuper des flux financiers, de la mise en location. Donc, vous voyez qu'on a déjà autour du bâtiment, une fois qu'on a passé l'acte de la construction, on a ceux qui occupent, ceux qui maintiennent, qui opèrent et ceux qui possèdent. Voilà. Donc ça, c'est un schéma simplifié des acteurs. Mais déjà, on voit qu'on a des intérêts qui sont vraiment très différents et on a des sphères de personnes qui ne travaillent pas forcément ensemble et vraiment qui ont des objectifs et des intérêts différents. Si on passe maintenant côté des systèmes d'information, on a cette même complexité. Donc, j'ai repris ce schéma et je vous ai mis dans les petites bulles grises les principaux systèmes d'information qu'on peut rencontrer. Au moment de l'acte de construire, je dirais, on a souvent des outils de projet. Et bien sûr, on a notre outil fétiche qui est le BIM construction. On a souvent une gestion électronique de la documentation et on vient mettre en œuvre des systèmes intelligents qui sont par exemple la gestion technique du bâtiment, l'EMS, donc c'est l'Energy Management System. Ensuite, quand on a l'occupant qui arrive dans ce bâtiment, lui va arriver avec toute sa suite d'applications pour pouvoir lui-même travailler et gérer ses espaces,
pour pouvoir offrir des services de bureautique à ses employés, mais aussi des applications pour leur permettre de mieux utiliser, de mieux interagir, je dirais, avec le bâtiment. Côté mainteneur au sens large, on a l'outil fédérateur qui est la GMAO, donc la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui permet d'entretenir, d'opérer le bâtiment ou l'ouvrage de la meilleure des façons. Côté propriétaire, bailleur et investisseur, on a d'autres familles d'outils qui sont bien sûr spécialisés dans la gestion du patrimoine, je dirais, et dans la description des actifs, mais plutôt avec un angle, je dirais, avec un angle financier. Donc, premier constat, on a plus d'acteurs, plus de systèmes d'information. Maintenant, si on regarde, d'un point de vue des données, ça c'est aussi un point de vue que je trouve extrêmement intéressant. Donc là, je vous présente rapidement une caractéristique des différentes typologies de données qu'on peut retrouver en exploitation et en maintenance. Donc, on va les attraper ensemble. On a ce que j'appelle les données froides ou quasi statiques. On va retrouver le patrimoine graphique, on va retrouver des plans, des maquettes BIM, des schémas, des photos. On va retrouver des éléments non graphiques, des programmes, des spécifications, des manuels. Et puis après, tout un paquet d'éléments qu'on pourrait associer à l'acte de construire ou de maintenir, que sont des contrats, des garanties, des fiches achats, etc. Donc ça, c'est tout le patrimoine que j'appellerais documentaire, statique ou froid. Ça veut dire qui est basé sur des systèmes de fichiers. Ensuite, sur des données qui sont plus dynamiques, que j'ai appelées des données chaudes. On a deux grandes familles de données. Donc le coin en haut à droite, toutes les données qui proviennent des flux des systèmes d'information. Donc de toutes les applications que les différents acteurs que je vous ai présentés juste avant utilisent. Donc, on peut parler de la gestion des occupants, on va retrouver la gestion de la maintenance, la gestion financière, le portail occupant, la GED. Voilà. Ce qui différencie d'un fichier, c'est que là, on peut vraiment avoir un flux dématérialisé de données. Ça veut dire qu'on peut s'échanger des données entre systèmes d'information pour pouvoir mieux interagir, avoir des processus plus automatisés. À l'inverse, sur la partie gauche, on est vraiment sur un flux, très lent, très bas niveau d'échange de données parce qu'on s'échange des fichiers. Donc, je dirais cette partie de données des systèmes d'information, on va l'appeler après dans la suite de la présentation, ce qu'on appelle l'IT. Donc, c'est toutes les technologies de l'information. Donc, ça, ce bloc en haut à droite, je vais appeler ça les sources de données IT. En bas à droite, on va retrouver toutes les données temps réel, les données de terrain que produit le bâtiment. Et oui, le bâtiment, on met dedans des automatismes, on met de la régulation, on met des équipements intelligents, et tous ces équipements, produisent de la donnée en temps réel. Donc, on va retrouver les grands équipements actifs du bâtiment, donc un SCADA, une gestion technique du bâtiment. On va retrouver les éléments de contrôle d'accès, de vidéosurveillance, mais aussi les parkings connectés, mais aussi l'ensemble des mobiliers connectés. On peut imaginer des bureaux connectés pour avoir la présence. Et plus largement, maintenant, on a quand même un grand mouvement de mettre en place des IoT, donc Internet of Things. Donc, c'est vraiment des objets physiques qui émettent de la donnée, dans le cloud ou ces éléments-là. Donc, ce bâtiment-là, le bâtiment vient aussi, produire énormément de données. Donc, une première conclusion intermédiaire que je voulais partager avec vous, c'est tout compte fait dans cette phase d'exploitation et maintenance. En tout cas, moi, je note qu'on a plus d'acteurs, en tout cas, on a plus de familles d'acteurs, on a plus de systèmes d'information. Ça veut dire que cette exploitation-maintenance est déjà beaucoup plus structurée et outillée en système d'information d'entreprise pour pouvoir mieux occuper, mieux utiliser les bâtiments, mieux les maintenir et puis surtout mieux les gérer. Et si on additionne tous ces flux de données, bien sûr, on a quand même beaucoup plus de données qu'en conception et qu'en construction parce qu'on vient additionner ces flux de données des systèmes d'information et bien sûr de tous les équipements qui sont installés dans le bâtiment. Donc du coup, reposons-nous la question, comment prolonger et amplifier la collaboration des données dans cet environnement qui est plus complexe? Une autre manière de le schématiser, et c'est là où je vais commencer à poser, une vision que nous avons côté Spinalcom. Donc, vous allez retrouver dans les billes bleues l'ensemble, des technologies IT, donc des systèmes d'information. En orange, vous allez retrouver l'ensemble des équipements connectés du bâtiment, donc la partie OT. Et puis, du coup, en noir, j'ai essayé de positionner l'ensemble des acteurs que je vous ai énoncés précédemment. Aujourd'hui, on voit bien que la démarche BIM, donc de Building Information Modeling, permet d'avoir une continuité
une meilleure continuité. C'est pas encore une continuité numérique parfaite entre la conception et la construction, mais il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès qui ont été faits. Mais aujourd'hui, on a encore cette discontinuité au moment de la construction, entre la construction et l'exploitation. Pourquoi? Parce que là, vraiment, on a un passage de relais très fort, on a un changement d'acteurs très important, et du coup, on a des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Donc aujourd'hui, je constate qu'on a encore une discontinuité forte entre l'acte de construire et cette prise de relais pour l'exploitation et maintenance. Donc, une manière de réussir ce pivot ou ce passage entre la construction et la maintenance, c'est vraiment avoir une vision de fédération de la donnée pour pouvoir la distribuer. Donc aujourd'hui, je voulais vous introduire cette notion de jumeau numérique, qui est vraiment une méthode pour fédérer et construire la donnée. Alors une courte définition du jumeau numérique, comme tout concept nouveau et comme le BIM il y a 10 ans, chacun avait sa définition. Écoutez, je vais vous en proposer deux. Un de Monsieur Grieve, qui est, je dirais, un expert international en PLM, donc en Project Life Management, qui dit un jumeau numérique, c'est une image virtuelle qui contient toutes les informations d'un produit physique et les reflète tout au long du cycle de vie du produit. Voilà, ça c'est quand même une définition intéressante. C'est une image virtuelle, donc bien sûr on va s'appuyer sur la maquette numérique, mais qui contient toutes les données tout au long du cycle de vie. Donc on a vraiment cette notion on n'a pas de disparité, on n'a pas de perte d'information entre les différentes phases. Une deuxième définition que je peux vous citer du docteur Bellec, qui disait qu'un jumeau numérique est un modèle représentant et partageant de manière précise la description, l'état à jour, l'historique et le comportement d'un asset physique. Ça veut dire qu'on a bien, dans ces deux définitions, on a bien une idée de modèle représentatif. Donc heureusement, nous avons une maquette numérique. C'est là vraiment cette révolution, c'est que nous avons une description fidèle du bâtiment. Donc on a bien un modèle représentatif. Ensuite, à ce modèle, pour le transformer en jumeau numérique, il va falloir qu'on arrive à lui greffer, à faire converger l'ensemble des données du cycle de vie du bâtiment. Donc, je vais vous présenter sous forme, d'un histogramme extrêmement rapide, les différentes étapes. Alors, du coup, c'est fait un peu de manière arbitraire, les différentes couches de données que je vous ai présentées juste avant. Donc, je dirais, la démarche 1, c'est avant tout d'avoir le BIM. Bien sûr, une maquette telle que construite du bâtiment va me donner une description fidèle et va me donner une quantité d'informations importante pour demain opérer. À ce BIM, on pourrait lui agglomérer l'ensemble du patrimoine documentaire. Souvenez-vous, dans ma carte heuristique, je parlais des données froides. On va lui agglomérer tous ces éléments-là pour essayer de former une base de données unique. Et puis en plus de cette base, on va essayer de la connecter et de récupérer tous les outils ou tous les flux de données qui permettent d'enrichir encore une fois ce jumeau numérique avec des données de réservation, avec des données financières, avec des données de maintenance. Et enfin, bien sûr, on va récupérer les données dynamiques du bâtiment pour, par exemple, en mesurer son usage réel. Donc, sur le côté, je vous ai fait une échelle du quotient intellectuel du bâtiment. Bien sûr, on essaye de travailler sur un bâtiment intelligent. Donc, si on arrive à agglomérer l'ensemble de ces données, écoutez, je pense qu'on peut répondre à quasiment toutes les questions qu'on peut se poser sur le bâtiment. Du coup, quelques exemples que je peux vous inventer comme ça. Sinon, si on n'a que la maquette numérique, donc on a une image fidèle de la description du bâtiment. Donc, on est capable de compter l'ensemble des équipements, on est capable de mesurer des mètres carrés, on est capable de spatialiser tous les équipements du bâtiment. Si en plus, on a la documentation qui est fédérée dans la maquette, dans ce jumeau numérique, écoutez, on va pouvoir accéder de manière spatiale à la documentation, c'est-à-dire que je clique sur un équipement, par exemple, j'accède à sa fiche technique, j'accède à sa fiche de maintenance, sa fiche achat, sa description, ou alors sa spécification fonctionnelle ou ses éléments programmatiques. Si je rajoute au degré 3 les flux d'informations, donc en fait, qu'est-ce qu'un système d'information? Ça prend des données, ça vient leur appliquer un processus pour pouvoir donner, de la valeur ajoutée. Donc là, on va pouvoir récupérer, je ne sais pas, par exemple, les calendriers prévisionnels d'occupation, les tickets de maintenance, les flux financiers locatifs pour pouvoir les fédérer sur les espaces. Et enfin, si on arrive à récupérer l'ensemble des données dynamiques du bâtiment, écoutez, on va pouvoir mesurer le comportement réel et temps réel du bâtiment. Si on récupère, par exemple, les capteurs de présence qu'on a dans les pièces, on sera capable de comparer le calendrier prévisionnel qu'on va retrouver, par exemple, dans notre calendrier Outlook et l'usage réel de la salle, parce que je récupère
le flux du capteur de présence. On va pouvoir corréler les tickets de maintenance qu'on va retrouver dans la GMAO avec les températures ou les systèmes d'alarme dans notre climatisation, notre système d'évacuation. On va pouvoir, etc., etc. Vous voyez, donc on va venir, je dirais, pouvoir répondre à toutes les questions possibles qu'on se pose, et ce, sur l'ensemble des acteurs. Donc voilà un peu, je dirais, une deuxième conclusion, c'est de se dire, tout compte fait, dans le monde d'environnement, exploitation, maintenance, pour qu'on puisse être performant et avoir une réponse globale à l'ensemble de ces acteurs, il faut qu'on arrive à intégrer jusqu'au degré 4 que je vous ai présenté d'information. Deuxième élément de démonstration, mais des données, mais pour faire quoi? Effectivement, quels sont les cas d'usage et je dirais les cas concrets qu'on peut en tirer de ces opérations. Donc, je me suis appuyé sur la pyramide de Maslow qui définissait les degrés de motivation des personnes. Donc, je l'ai repris et je l'ai transformé d'un point de vue gestion, exploitation, maintenance. Donc, c'est, je dirais, le socle avant tout. Le premier cas d'usage, c'est avant tout, c'est connaître. On ne peut pas exploiter, maintenir et gérer un bâtiment si je ne le connais pas. Donc, il faut qu'on puisse avoir un socle de données qui décrivent, qui me permettent de connaître mon patrimoine. Donc ça, je dirais, c'est le socle, phase 1. Deuxième élément de ma pyramide de Maslow, avoir des données, c'est bien, mais pour pouvoir les partager et les visualiser, c'est mieux. C'est-à-dire que ces données, il ne faut pas que je les garde que pour moi, il faut que je sois capable de les partager, de pouvoir échanger avec les différents acteurs que je vous ai présentés un peu plus haut. Exactement comme le BIM, ça permet d'avoir une meilleure communication et des meilleures interactions avec l'ensemble des acteurs parties prenantes. C'est beaucoup plus efficace de mettre une maquette au milieu de la table et de pouvoir échanger avec des acteurs que d'avoir des collections de plans ou de documents qui sont toujours typés par des métiers. Troisièmement, il faut pouvoir interagir avec les données. Donc là, on a les données, on peut les visualiser, les voir, les partager. Et dessus, maintenant, j'aimerais lui faire vivre des processus. Alors, des processus, ça peut être tout simplement des workflows, ça peut être des actions, réserver, maintenir. Et du coup, vraiment faire un cycle de vie de la donnée pour pouvoir utiliser et partager cette donnée. Quatrième étape de ma pyramide de Maslow du BIM-GEM, c'est cette donnée-là, il ne faut pas que je la garde pour moi, il faut que je puisse la connecter, il faut que je puisse, je dirais, innerver, il faut que je puisse alimenter l'ensemble des systèmes d'information que vous avez vus précédemment. L'idée n'est pas de remplacer les systèmes, mais c'est de venir les compléter et de venir les synchroniser avec une donnée juste. Le problème des systèmes d'information qui ne sont pas connectés, ça veut dire que si jamais l'un bouge, l'autre ne bouge pas. Dit autrement, si votre bâtiment évolue, vous le recloisonnez, vous changez un équipement, il faut bien prévenir l'ensemble de cette chaîne de la manière la plus automatisée possible. Une fois qu'on a des données, qu'on sait les utiliser, qu'on sait interagir avec, qu'on sait les connecter avec les systèmes d'information, enfin, on pourra, je l'espère, avoir des corrélations. On pourra avoir des algorithmes intelligents. On parle en ce moment beaucoup d'intelligence artificielle. Je dirais, avant tout, ayons de la donnée. Avant de vouloir faire des algorithmes intelligents, déjà, battons-nous pour avoir une donnée de qualité, partagée et unifiée. Et demain, on pourra connecter tout ce savoir-faire, donc ce socle de 4 étapes de cette pyramide de Maslow, pour pouvoir apporter de l'intelligence. Du coup, en résumé, on pourrait dire qu'une plateforme, donc vous avez vu que le BIM-GEM, aujourd'hui, je ne l'ai pas décrit comme un outil packagé, j'ai plutôt décrit comme une plateforme de données qui permet d'interagir avec les acteurs, les systèmes d'information. Et du coup, cette plateforme de données, elle a des fonctions un peu particulières. Si je reprends cette pyramide de besoins, donc avec mes degrés 1, 2, 3, 4, 5, en face, j'ai essayé de vous mettre les principales fonctions que j'identifie d'un système d'information qui permettent de soutenir ces fonctions, ces étapes 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la droite, vous retrouverez l'histogramme des données. Donc, c'est les deux à la fois. Donc, on va le faire ensemble. On souhaite avoir une plateforme qui permette d'agglomérer des données BIM, vraiment de comprendre le BIM de manière native, l'ensemble des données statiques, on va dire documentaires, l'ensemble des flux IT qui tournent et qui gravitent autour du bâtiment, et l'ensemble des flux dynamiques, temps réel, qui sont générés par le bâtiment. Ces données, il faut qu'on puisse les stocker, voilà, il faut qu'on puisse les agglomérer, les ranger. Il faut qu'on puisse les voir, donc ça c'est mon étape numéro 2, viewer, gestion des droits, gestion, organisation des données, ça veut dire qu'on puisse les partager en toute sécurité. Il faut pouvoir faire dessus des processus, donc ça veut dire que ces données puissent servir un cycle de vie. Donc je vous ai mis les grands classiques de réservation, de ticketing, de maintenance, de planification. Il faut imaginer que le cycle de vie, c'est vraiment des workflows qu'on peut appliquer aux données. Ces données, je ne les garde pas pour moi.
vous avez vu, on essaie d'avoir une vision ouverte, de pouvoir partager cette donnée aux ensembles des acteurs. Dans le monde, je dirais, des systèmes d'information, partager, ça veut dire avoir des API. Donc, des API, c'est un mécanisme informatique qui permet de connecter de manière ouverte et sécurisée l'ensemble des systèmes pour pouvoir avoir des flux de données. Et même proposer un SDK. Donc, c'est un software development kit qui permet de faire des applications. Et enfin, peut-être mettre des outils de machine learning ou de l'IA. En tout cas, utiliser cette donnée de manière automatisée avec des algorithmes, je dirais, beaucoup plus innovants. Donc voilà cette conclusion, cette première conclusion, c'est de dire, mais tout compte fait, voilà une plateforme BIM, j'aime rêver. Donc du coup, en 3 minutes, j'essaie de vous proposer des solutions concrètes à travers nos produits Spinalcom qui suivent exactement cette philosophie-là. Et ensuite, je vous proposerai une conclusion et on attaque les flux des questions-réponses. Du coup, par rapport à cette vision du BIM exploitation maintenance, du côté de Spinalcom, on propose la mise en place de 2 produits. Je dirais l'application vraiment métier qui va soutenir la visualisation et l'utilisation de la donnée, ce qu'on appelle Spinal Twin, et l'orchestration de la donnée, l'orchestration de la donnée pour essayer de connaître, je dirais, et maîtriser l'ensemble de la donnée. Donc, on a une base de données qui s'appelle Spinal Core qui permet d'agglomérer ces données. Et ensuite, on a un premier set d'applications qui permettent de l'utiliser. Bien sûr, connecter des applications à notre base de données est ouverte et documentée. Ça veut dire qu'on connecte dessus, on vient récupérer l'ensemble des flux. Donc, je vous ai dit les éléments BIM, les éléments des automatismes du bâtiment et les éléments des systèmes d'information gravitant autour du bâtiment. On vient organiser cette donnée et la proposer à d'autres applications, qu'elles soient les nôtres ou celles déjà en place. Voilà. On n'est pas là dans un but de remplacer un écosystème, mais venir vraiment le compléter et l'innerver avec de la donnée. Cette capacité, on essaye de prendre le meilleur des 2 mondes. Donc, le meilleur des 2 mondes, et je vous renvoie vers des webinaires de Jérémy qui vous expliquait les différents systèmes d'information. Mais le meilleur des 2 mondes, ça veut dire prendre de la donnée très riche, donc du BIM, avec beaucoup de liens, beaucoup de richesse d'informations, et réussir à prendre aussi de la donnée temps réel, vraiment de la donnée chaude des systèmes d'information du bâtiment et de venir organiser tout cela dans le bâtiment. Donc, une fois que je vous ai posé ces concepts de base de données, du coup, nos produits se positionnent en étape numéro 1, et déjà créer ce cœur de données. Et en fait, ce cœur de données va être demain le cœur qui va animer les processus du BIM gestion, exploitation, maintenance. Donc, c'est ce qu'on nomme le boss. Et enfin, après, sur cette fondation numérique, on vient lui accrocher, on vient lui connecter des applications. Donc, je vous ai proposé là nos différentes applications Spinalcom. Il faut bien voir qu'on peut connecter aussi l'ensemble des systèmes d'information des entreprises qui sont déjà existantes pour venir vraiment mettre les données du bâtiment au centre du processus et éviter justement la désynchronisation entre les différents systèmes. Nos outils, et j'aurai l'occasion de refaire un webinaire sur le sujet, aujourd'hui, notre suite Spinal Twin est centrée sur un certain nombre de facettes, la gestion des espaces, plutôt pour la direction immobilière, les responsables de site, les property managers. La gestion de la maintenance en lien avec la GMAO qui permet d'avoir pour le responsable de site son carnet d'entretien et la spatialisation de ses opérations de maintenance fédérées sur la maquette numérique. Ce qu'on appelle la data room. La data room, c'est une GED spatialisée qui permet de récupérer l'ensemble des données statiques et dynamiques du jumeau numérique et de pouvoir le partager facilement à l'ensemble des acteurs. Un outil basé sur les inventaires, parce qu'effectivement, connaître son bâtiment, c'est souvent exploiter et réaliser des inventaires pour vraiment mesurer, compter l'ensemble des constitutifs du bâtiment. Donc, c'est un outil qui permet de faire des nomenclatures et des exports, Excel ou vers des outils, de tout ce que contient le bâtiment. Donc, ce que contient le bâtiment, des bâtiments, des étages, des zones, des pièces, des équipements. Et voilà. Et comme ça, accéder à la donnée sous forme spatiale. L'Operation Center, donc là, c'est vraiment visualiser la donnée chaude du bâtiment. C'est avoir vraiment une hypervision globale du bâtiment. Ça veut dire que je viens récupérer l'ensemble des flux dynamiques
que proviennent de la GTB, par exemple, mais aussi du contrôle d'accès, mais aussi du système IT, mais aussi des bornes Wi-Fi, etc., etc. Voilà, je fais pas de ségrégation de métiers dans le bâtiment. Tous les flux dynamiques de comportement, de gestion, de consignes et d'alarmes, je viens les récupérer et les contextualiser dans mon jumeau numérique. Et enfin, le dernier, qui est en finalisation de développement chez nous, vraiment travailler sur une BI du bâtiment. Ça veut dire être capable de requêter toutes les données qu'on a agglomérées dans notre base de données et de pouvoir en construire des indicateurs, des tendances pour pouvoir travailler et prendre, je dirais, des décisions plus efficaces, plus éclairées sur le bâtiment. Dans tous les cas, j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Et du coup, je voulais vous proposer comme conclusion, c'est le BIM-GEM, c'est avant tout un socle de données. C'est un socle exactement comme le BIM. On ne peut pas réduire le BIM à simplement un outil ou une maquette. On a vraiment le BIM comme un socle de données qui permettent de soutenir les processus et le management de l'acte de construire. Et je pense qu'il faut avoir cette même philosophie, cette même volonté, cette même exigence pour la gestion, exploitation, maintenance. Donc, il faut vraiment le voir comme une plateforme qui permet de transmettre et de soutenir les processus. Cette plateforme, elle doit permettre de rassembler l'ensemble des données. Vous avez vu que les typologies de données sont vastes, mais c'est avec cet ensemble de collections de données, donc des données statiques, des données dynamiques et des données BIM, qu'on arrivera vraiment à apporter une réponse efficace et performante dans tout le cycle de vie d'exploitation et de maintenance. Du coup, une plateforme, le BIM-GEM, ça peut pas être réductible à un logiciel. Voilà, je ne crois pas au logiciel baguette magique qui permettra vraiment de contenter l'ensemble des acteurs. Je ne crois pas à l'outil magique qui permettra de remplacer l'ensemble des systèmes d'information pour l'ensemble des acteurs. En tout cas, pas aujourd'hui, j'en ai pas vu. Et autre chose, en fait, le BIM-GEM ne peut pas être réductible à une simple plateforme IoT ou une GTB connectée. C'est pas parce que vous envoyez les données de consommation en temps réel sur le web que vous avez une réponse globale pour tous les acteurs et les services du bâtiment. Voilà. Du coup, c'est cette première séance aujourd'hui de défricher la notion de BIM-GEM. Voilà. Avant d'attaquer sur les questions-réponses, c'était de vous partager une vision et, je dirais, un positionnement, une exigence du BIM-GEM pour pouvoir demain rebondir sur vos souhaits et du coup entamer les démonstrations. Donc, avant d'attaquer les questions-réponses, on va se fixer ensemble des prochains rendez-vous. Déjà, vous faire une démonstration plus concrète de ces outils. Je vous proposerai bien aussi une session dédiée et on va vraiment se concentrer sur les prescriptions BIM pour pouvoir faire du BIM-GEM. Voilà. Souvent, c'est des questions qu'on se pose. Maintenant, je commence à avoir des LOI, LOD normés pour l'acte de construire, de faire la conception et la maintenance. Mais pour le BIM-GEM, aujourd'hui, on n'a pas encore de normes. C'est encore le balbutiement du côté des associations autour du BIM. Donc, travailler avec vous et de vous présenter une vision de quelles sont les données qu'on a besoin, comment les organiser pour soutenir l'ensemble du processus de gestion, exploitation, maintenance. Et enfin, moi, je vous renvoie sur les excellents webinaires de Jérémy qui va plus travailler sur, je dirais, la notion de jumeaux numériques et de système d'information du bâtiment, et notamment comment mettre en œuvre une démarche Smart Data que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre site internet dans notre centre de ressources. Voilà, vraiment, on a fait un effort cet été considérable pour essayer d'écrire dans notre centre de ressources l'ensemble des éléments prescriptifs pour mettre en œuvre une démarche de bâtiment intelligent et donc, du coup, demain, permettre d'avoir, une gestion, exploitation, maintenance efficace. Écoutez, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une belle journée et une bonne continuation. À bientôt.